Après tout, on dit chez nous que vendre sa famille n'a point d'oreille. Tout ce que tu fais là, est-ce que tu gagnes bien ta vie? J'imagine. Est-ce que tu es dans les 3 000 euros par mois? On ne sait pas. Tu es logé à Orange. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de Shape. Aujourd'hui, nous accueillons Orlane Zang, partie d'Ambam dans le sud Cameroun. Elle fait aujourd'hui une thèse en mathématiques en France. Nous allons retracer ensemble son parcours. Nous parlerons des opportunités qu'elle a eues, des difficultés et comment est-ce qu'elle les a surmontées et également des perspectives qui s'offrent à elle pour l'avenir. Bonjour Orlane. Bonjour Donald. Avant de parler d'ordinateurs quantiques, d'IA et tout ça, nous allons commencer d'abord par retracer un peu ton parcours qui est très certainement atypique et intéressant. Donc, dis-nous, tu as grandi à Ambam au Cameroun, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Ok, et comment c'est là-bas? Dans quel contexte tu as grandi? Dans la famille, la ville? Dans quel contexte en fait est-ce que tu as grandi à Ambam? Ambam, c'est une petite ville assez calme, pas très... Il n'y a pas trop de monde et oui. il était agréable d'y vivre juste à cause de ça. Et j'ai grandi avec ma mère et mes frères. Et en fait, je n'ai jamais manqué de rien. Donc, c'était en fait, j'ai grandi dans un climat très, très agréable, je dirais. Ok. Après avoir obtenu ton bac, tu es allé à Yaoundé pour les études supérieures, pour les études de physique en l'occurrence. Mais particulièrement, pourquoi avoir choisi la physique? J'imagine qu'il y avait d'autres choses, il y a les mathématiques, il y a la biologie, il y a tout ça. Il y a les concours. En fait, comment s'est passé pour toi l'après-bac? Voilà, il faut ça. Est-ce que tu es passé par là où la plupart de nous passent? Généralement, on fait les concours, on réussit ou on ne réussit pas. Après, donc, on va à l'université, pas que faire. Ou alors, tu as choisi d'aller à l'université. Et pourquoi la physique? Alors déjà, quand j'étais en seconde, parce que j'ai fait la série C, donc quand je suis arrivée en seconde C, j'ai eu un enseignant de physique qui expliquait la physique d'une manière épatante. Déjà jusque-là, j'avais eu à faire la physique en PCT, en 4e et 3e. Et c'était juste une matière comme toutes les autres. Que j'arrive en seconde, j'ai cet enseignant qui, lorsqu'il m'expliquait la physique, j'avais l'impression que c'est lui qui avait établi toutes les lois qu'il m'expliquait, tous les théorèmes qu'il énonçait, toutes les démonstrations. En fait, c'était énorme, en fait. Tu vois? Et grâce à lui, j'ai pu en fait comprendre tout mon programme de physique de seconde. J'ai validé, j'ai pu terminer mon année de seconde avec de très bonnes notes. Je vais en première C juste à cause de lui, parce que je voulais encore être enseignée par lui, parce qu'il ne donnait pas cours en D, il donnait cours en C. Je vais en première C juste pour lui. Wow. Alors j'arrive en première C et j'avais hâte de faire le cours de physique, juste pour pouvoir encore le voir m'expliquer tout ce qu'il m'expliquait. Et c'est en première donc que je me rapproche un tout petit peu de lui et je lui demande comment est-ce qu'il a fait pour comprendre à ce point la physique et tout. Et c'est là qu'il me dit qu'il a une licence en physique. Après son baccalauréat, il est allé en fac, il a fait des études en physique, il a eu une licence en physique. Et directement à l'instant, la naïve fille que j'étais a commencé à nourrir le rêve d'avoir une licence en physique directement. Ouais. Ok, comme quoi les professeurs en inspirent beaucoup. Nos enseignants au lycée, pour la plupart de nos jours, on aura sûrement l'occasion d'en reparler à un moment ou un autre, mais est-ce qu'il y a encore autant de professeurs qui suscitent chez les élèves la passion pour leur matière? Ça, on aura sûrement l'occasion d'en débattre. Suite à ça, tu arrives à l'université de Yaoundé 1 pour faire physique. C'est un long parcours jusqu'au Master 2, on va dire. Mais quels ont été les moments les plus marquants de ton parcours, que ce soit par rapport à la fac, ce qui t'a marqué, choqué ou ce qui t'a ému? C'est pas les moments les plus difficiles parce que je les rencontre directement quand j'entre en fac. C'est l'un des moments les plus difficiles que j'ai eu. C'était en fait l'intégration, le changement de milieu entre le lycée, parce que moi j'ai fait des études au lycée.
Ben, j'étais pas dans un collège. Mais malgré ça, ça a été énormément difficile, ce changement d'environnement du lycée où j'étais totalement bien suivie. Il y avait des professeurs qui étaient là. Tu arrivais en salle, tu avais en fait ta place où tu pouvais t'asseoir. En fait, tu arrivais à l'heure que tu veux, tu savais que non, personne n'allait occuper ta place et tout. Et quand j'arrive en face, le premier jour, en fait, je me rappelle, en fait, le premier cours que j'ai eu à faire en face, c'était le cours d'électrostatique. C'était un mardi, je me rappelle, à 10 heures, j'avais cours. Et puisque je vivais très, très proche du campus, j'étais en mode non, je vais quitter à 9h30, je vais arriver à temps pour avoir une place Ah, et tout. Ah tu ne oui. savais pas encore. Ah non, 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 je ne savais pas encore où j'avais mis mes pieds. Donc, bref, quand j'arrive, donc, j'étais arrivée à 10h moins 5, il était 9h55. Quand j'arrive, je me dis, ouf, je suis quand même dans les temps. Mais j'étais pas du tout dans les temps. Parce que quand je suis arrivée, il n'y avait plus de place. Donc, on avait cours dans un amphi qui prenait plus de. En principe, qui prend plus de 900 étudiants, je pense bien, si je ne dis pas de bêtises. Et quand je suis arrivée, il n'y avait plus de place. Il y avait même des étudiants qui étaient dehors, il y avait des étudiants qui étaient assis au sol. C'était très frustrant. Je ne m'étais jamais sentie aussi frustrée. Déjà que le sentiment que j'ai à l'instant, c'est tous ces gens ont eu le bac que j'ai eu. Tous ces gens. Donc je pensais en fait que mon bac que je vais avoir était, je sais pas. Ouais, mais quand j'arrive, je vois tous ces gens. Je dis, mais. Et je m'étais sentie franchement frustrée ce jour et tout. Donc, ça, c'est le moment le plus frustrant. Mais parmi les moments les plus joyeux que j'ai eu à vivre en fac, il y a le moment où j'ai rencontré la personne qui a énormément marqué mes années en fac. Franchement, je parle un enseignant que j'ai rencontré dans des conditions, je précise, très, très tristes. Mais la personne est devenue mon mentor, mon conseiller, une personne qui a beaucoup cru en moi et tout. Et pour moi, ça a été vraiment l'un des moments les plus joyeux, les plus marquants positivement de mes années en fac, en fait. Ok, ok, je vois. Mais après tout ça, j'imagine, tu as atteint ton objectif, tu as eu ta licence en physique. Qu'est-ce qui justement t'a poussé à aller plus loin? Est-ce que c'est cet enseignant qui t'a motivé, qui t'a donné le goût de continuer en master? Ou alors c'était parce que tu ne savais pas trop quoi faire d'autre? Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Tout à l'heure, j'ai parlé d'un enseignant que j'ai rencontré qui est devenu une personne très importante pour moi. Je l'ai rencontré en licence 3 quand j'étais en train de terminer mon cycle de licence parce qu'il faisait partie d'un de nos enseignants. Il m'a donné une unité d'enseignement qui aujourd'hui également m'a énormément marqué. Le nom de l'unité d'enseignement, c'était l'introduction à la mécanique quantique. Alors, vous voyez, au lycée, c'est mon enseignant de physique qui m'a poussé à aller en fac pour avoir une licence en physique. Lorsque je suis en fin de cycle licence, je rencontre cet enseignant qui, lui, me donne envie d'avoir un doctorat en physique. Et du coup, quand je le rencontre, j'apprends à le connaître. En fait, je fais tout pour gagner sa confiance, pour mériter, en fait, discuter avec lui et tout. Et je commence à avoir un objectif en tête. Il me faut un doctorat en physique et plus précisément en quantique parce qu'il me donnait mécanique quantique, comme je l'ai dit. C'est un peu ça. Wow. Donc, de là est née la passion pour la mécanique quantique globalement. Tu as poursuivi tes études de master. Aujourd'hui, tu es en France et tu fais une thèse. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même un certain gap. Voilà, il y a une étape à franchir pour quitter de master en physique à l'Université Yaoundé 1 et aujourd'hui, fais une thèse en France. Quelles ont été les opportunités que tu as eues, voilà, ou bien comment as-tu fait pour en arriver là en fait, pour avoir cette thèse et d'être en France maintenant? Avant de parler des opportunités que j'aimerais déjà réellement donner la réponse à la question qu'est-ce qui m'a amené comment dire, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir, même déjà à vouloir quitter le Cameroun pour la France. Lorsque j'ai mon master et que j'envisage m'inscrire en doctorat dans mon pays, plus précisément dans l'université où j'étais inscrite, on a fermé les inscriptions en thèse. On a fermé les inscriptions en thèse pour les années à venir. Et du coup, en fait,
j'avais à l'instant, là, j'avais 3 options. Soit j'allais rester au quartier et comment dire, je m'ajoutais à la liste de personnes qui ont des masters en physique mais qui ne font absolument rien. Soit je cherchais à intégrer une école de formation parce que au pays là actuellement, je pense qu'on va reparler de ça plus tard, je viens d'abord m'arrêter là. Soit je cherchais à intégrer une école de formation, soit je cherchais une opportunité de thèse à l'étranger. D'accord. Et pour moi, la question ne se posait pas. Je voulais une thèse. Je voulais avoir un doctorat. Je voulais avoir une thèse. Ouais. Okay. Et la question ne se posait pas. Et c'est ainsi que je m'engage donc à faire des recherches de propositions de thèse. Alors, j'ai eu, avant de parler des opportunités, je vais rapidement parler de la procédure parce que c'est une question qu'on m'a énormément posée. Comment est-ce que tu as fait pour avoir aussi facilement une thèse? Parce que pour les gens, ça a été très, très facile pour moi. Comment est-ce que tu as fait pour avoir aussi facilement une thèse et tout? Mais il faut le préciser. Donc, je vais en profiter pour rapidement répondre à cette question. Alors déjà, avec les encouragements de mon enseignant dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'il a été d'un grand soutien. Lorsqu'une personne croit en toi aveuglément, une personne croit aveuglément en toi, ça donne des ailes. Automatiquement, ça donne des ailes. Wow. Donc, oui, genre, je vous assure, Donald, ça donne des ailes. Donc, avec le soutien de mon enseignant, avec le soutien aussi d'une personne importante qui m'a beaucoup soutenue. Et peut-être qu'il ne le sait pas, mais je vais en fait mentionner la personne parce que la personne m'a permis de le faire. C'est un ami qui est présentement à Marseille. Il fait des études aussi en physique à Marseille. Il s'appelle Martin. Il m'a soutenu, il m'a encouragé à chercher des propositions de PhD à l'étranger. Et c'est comme ça que, en mode confiante en moi, je suis partie sur Google. Je précise, je suis allée sur Google, le navigateur de recherche que tout le monde connaît. Google. Je suis allée là-bas et j'ai juste fait des recherches en tapant Google, simplement Google. Je sais, c'est incroyable, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Ok. Et sur Google, je faisais juste des recherches sur proposition de PhD parce que je voulais en fait faire un PhD déjà en quantique. Et je ciblais en fait 2 domaines. L'optique quantique, parce que j'ai fait mes travaux de master dans ce domaine. Je ciblais l'optique quantique, ouais. Et je ciblais aussi le quantum machine learning, donc l'apprentissage automatique quantique. Et c'est dans ces 2 domaines que je faisais mes recherches. Et je suis tombée sur plusieurs propositions. J'ai postulé. J'ai reçu des réponses d'interviews. J'ai passé une dizaine d'interviews. Wow. J'ai passé une dizaine d'interviews. Oui, j'imagine que c'est pas facile. Et c'est rare, c'est très rare parce qu'il faut le dire, de quitter directement d'Afrique après un Master 2 et de venir en France ou en Europe en général pour faire une thèse. C'est extrêmement rare, la transition directe. Donc, quand tu parles de beaucoup d'interviews, je comprends. Malgré qu'au début, j'avais des réponses, après des interviews, j'avais des réponses qui ont failli me décourager. Vous avez été classé 2e, vous avez été classé 3e, vous avez été classé 1er, mais les procédures, on a peur que les procédures de voyage prennent du temps. Ouais, j'ai eu cette réponse. Wow. Oui. Wow. C'est comme ça que finalement, j'ai eu 2 réponses positives au même moment. Wow. 2 réponses positives au même moment. Oui, j'ai été acceptée pour 2 propositions de thèse. Une en optique quantique, justement. Une en optique quantique et une en apprentissage automatique quantique. Et j'ai fait le choix et voilà. Wow. Donc au final, tu t'es retrouvé avec l'embarras du choix, quoi. Ah oui, au final, je me suis retrouvée avec l'embarras du choix. Et je ne savais un peu comment dire en fait, aux personnes. À la thèse en optique quantique, finalement. Bon, donc voilà, je ne suis plus vraiment intéressée. Je vais à l'arrière, je ne sais vraiment plus comment le faire. Oui, j'imagine. Donc, waouh, c'est vraiment atypique. C'est pas tous les jours qu'on voit un parcours pareil. Et j'imagine que pour avoir cette opportunité-là, tu as dû avoir de bonnes notes. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est pas
le processus de recrutement en thèse, particulièrement ici en France, c'est très sélectif, extrêmement sélectif. Donc, si tu es recruté depuis le Cameroun, ça veut dire que tu as eu très bonne note. Donc voilà, ça c'est juste pour rappeler à tous ceux qui nous regardent que il ne faut pas faire les études pour faire, mais il faut vraiment s'appesantir sur la qualité en fait des apprentissages. Alors, donc, tu fais ta thèse dans quel organisme, dans quel établissement? Je fais ma thèse, déjà je suis inscrite au laboratoire amiénois de mathématiques fondamentales et appliquées, qu'on appelle généralement le LAMFA, c'est à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens. Également, je suis embauchée par Orange Innovation. Je précise innovation parce que généralement quand on dit Orange tout court, ça sonne directement les télécoms et tout. Je précise que Orange, l'entreprise SA Orange ne fait pas juste dans les télécoms, ça fait également dans la recherche et la partie consacrée au développement, à la recherche et tout, c'est Orange Innovation et oui. Et c'est cette partie qui m'embauche. En fait, je fais une thèse en entreprise et j'appartiens donc à l'équipe de cybersécurité à Orange Innovation. En fait. Si j'ai bien compris, tu es dans le cadre d'une thèse CIFRE, c'est ça, les thèses entre les laboratoires de recherche et les entreprises. Peut-être aussi bien de préciser que les thèses CIFRE ne courent pas les rues. En Europe, ça ne court pas les rues. Donc, pour moi, c'est un peu un double exploit d'avoir non seulement obtenu une thèse depuis le Cameroun, mais en plus une thèse CIFRE. Ce sont des thèses très prisées et très recherchées par les étudiants en fin de cycle master. Si je peux raconter une petite anecdote par rapport à cette thèse CIFRE dont tu parles, Donald. Parce que quand je postulais pour les thèses, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand je suis tombée sur la proposition de cette thèse, je ne savais pas ce que c'est qu'une thèse CIFRE. En fait, je ne savais pas que c'était Orange qui proposait la thèse. Je savais rien. J'ai vu le sujet, j'ai juste vu Quantum Machine Learning à l'intérieur. J'ai dit, OK, c'est bon, je postule. C'est bon, ça c'est pour moi, je postule. Et en fait, j'avais envoyé mon CV, ma lettre de motivation, juste en mode une autre proposition de plus à ma longue liste. C'était en fait ça qui était dans ma tête. Ouais. Et du coup, quand je passe les interviews, au premier interview déjà d'abord, quand ils parlent avec moi comme si ils avaient trouvé le candidat en mode... En fait, je ne sais pas quand tu vas venir tu vas venir, est-ce que ça va te déranger de c'est bon, ça fait, tu sais que, est-ce que ils ont commencé à me donner les conditions de la thèse et tout. Ça, c'était le premier interview, s'il te plaît, le premier interview de thèse. Je me suis dit, OK, c'est bon, ça veut dire qu'on m'a prise, des trucs comme ça, tout. Et c'est quand tu m'expliques qu'en fait, c'est Orange qui propose la thèse. Dans ma tête, ça sonne d'abord Orange Télécom fait dans la recherche. Orange Télécom propose la thèse. Au Cameroun, en Afrique, on sait que Orange, c'est pour appeler Orange Money. C'est ça, Orange, c'est appel, méga, c'est ça qui sonne dans ma tête. Que fait Orange dans la recherche. Ok, mais et comment tu gères? Parce que très souvent, les thèses ici, le labo et l'entreprise ne sont pas dans la même ville. Donc, est-ce que tu as 2 logements ou bien comment Effectivement, le laboratoire amiénois dont j'ai parlé là et l'entreprise ne sont pas dans la même ville. L'entreprise se trouve en Bretagne, à Rennes plus précisément. Et le laboratoire se trouve dans les Hauts-de-France, à Amiens. Et c'est, les déplacements. Je dois constamment me déplacer de Rennes à Amiens. Et j'ai un logement à Rennes parce que je passe, dans mon contrat de thèse, je passe 80% de mon temps en entreprise et 20% de mon temps au laboratoire. Du coup, ça ne fait pas beaucoup de temps passé au laboratoire, je veux dire. Donc, j'ai un logement à Rennes. Et lorsque je fais les déplacements pour le laboratoire, l'entreprise s'occupe de me faire des réservations d'hôtel, réservations de trajet et tout. Et en fait, c'est un peu ça. Ok. Morale de l'histoire, il faut faire des thèses à Orange. Mais c'est pas évident, mais à un moment, ces déplacements deviennent assez pénibles. Oui, ça devient lourd, j'imagine. Oui, moi c'est tout.
Ok, bon, imagine qu'on va entrer, si je puis dire, dans le vif du sujet. Voilà, concrètement, il faut que tu nous parles un peu de ce que tu fais. Voilà, tu as utilisé en fait des mots un peu compliqués, la machine learning, quantique, etc. Donc, est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste ton travail de thèse, ce que tu fais, tes recherches actuellement? Bien sûr. Alors, déjà, je donne mon sujet de thèse. Mon sujet complet, c'est optimisation et capacité de généralisation des algorithmes d'apprentissage automatique quantique. Alors, de manière très brève, généralement, quand on me demande ce que je fais de manière très brève, ce que je dis, c'est je travaille sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui pourront être implémentés euh, dans des processeurs quantiques ou dans des ordinateurs quantiques. Généralement, c'est ce que je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui. Alors déjà, je fais de l'intelligence artificielle, mais je me limite à un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui est appelé l'apprentissage automatique. Parce que, pour rapidement rappeler, l'intelligence artificielle, c'est juste l'ensemble des techniques et des méthodes qui ont pour but de permettre à une machine, de manière générale, qui ont pour but de permettre à une machine de simuler les habiletés humaines, en fait. C'est ça l'intelligence artificielle de manière générale. Maintenant, ce grand domaine a des sous-domaines. Ça a des sous-domaines. On a la robotique, on a l'apprentissage automatique, justement, dans lequel moi je travaille. Donc, et l'apprentissage automatique, lui, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui se base sur l'utilisation d'un ensemble de données pour amener une machine à simuler les habiletés humaines. Donc, c'est un peu ça. Dans l'apprentissage automatique, on parle d'une certaine base de données collectées sur un système, je ne sais pas, pour simuler un comportement humain. Pour simuler un comportement humain. Exactement. Oui. Donc, et moi, mes travaux maintenant se basent sur un autre, un autre aspect ou un nouveau développement de l'apprentissage automatique qui est l'apprentissage automatique quantique. Ok. Lui maintenant, qu'est-ce que c'est de manière concrète? L'apprentissage automatique, en fait, je vais faire la différence entre ce nouveau domaine appelé l'apprentissage automatique quantique et celui avant qui est l'apprentissage automatique classique. Donc, quand je vais vouloir parler de celui d'avant, je vais dire apprentissage automatique classique et le nouveau apprentissage automatique quantique. Ok. Alors, le domaine dans lequel moi je travaille se distingue de l'ancien qui est l'apprentissage automatique classique, dans ce sens où, avec l'apprentissage automatique classique, on fait des simulations en utilisant un ordinateur dit classique. Ordinateur classique, ce sont nos ordinateurs connus actuellement. Tous les ordinateurs qu'on a. Ouais, classique avec les transistors, les processeurs classiques. Exactement. Les 0 et les 1. Ok. Exactement. Alors, qu'est-ce qui donne naissance à l'apprentissage automatique quantique? C'est le fait que, comme je l'ai dit, l'apprentissage automatique se base sur l'utilisation d'un ensemble de données. Alors, on a une base de données, sauf que plus cette base de données devient énorme, plus le temps, les ressources en temps et en espace de stockage dont on peut avoir besoin pour faire des simulations avec nos ordinateurs classiques, ces ressources croît exponentiellement avec la base de données, avec les données qu'on a. Ah, ok. Donc, plus il y a de données, plus la croissance du temps de calcul exponentiel. C'est ça? Exactement. Exactement. Okay. Et voilà. Donc, à partir d'un moment, on ne pourra plus traiter les données avec les logiques classiques, avec l'IA classique. Je préfère ne pas dire. Il y a trop de données. Voilà, explique. Je préfère ne pas dire on ne pourra plus parce que jusqu'à présent, le seul problème en vue, c'est juste le fait que le temps de simulation, le temps de compilation soit juste énorme. En fait, ça peut prendre 1000 ans, mais si après 1000 ans, ça compile, ça quand même compiler. Ça compile, ok. Donc, c'est très long. Du coup, c'est pas intéressant, c'est trop long. Ouais. Ça devient très long. Et du coup, il faut donc se tourner vers des solutions à ce problème dû
au temps qui augmente avec les données. Alors, afin de résoudre ce problème, donc, on se tourne vers une science qui, à ce jour, nous promet, je préfère dire promettre, parce qu'on n'a pas encore ça, mais ça nous promet des ordinateurs qui vont pouvoir nous aider à faire ces simulations en des temps plus raisonnables. Et la science en question, on l'appelle généralement la science sur laquelle on se base, c'est la physique quantique, ou communément appelée la mécanique quantique. Donc, en gros, la promesse, ou du moins l'une des promesses de l'ordinateur quantique, c'est de pouvoir effectuer certains calculs, certaines opérations beaucoup plus vite qu'un simple ordinateur classique. Qu'un simple ordinateur classique, exactement. Juste, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ordinateur quantique, est-ce que tu peux nous rappeler le principe de base d'un ordinateur quantique? Pour te répondre, je vais partir du principe de base d'un ordinateur classique. Okay. Bon, j'imagine que nos téléspectateurs utilisent en fait des ordinateurs classiques. Okay. Et ces ordinateurs classiques en fait traitent l'information en utilisant des bits, ce qu'on appelle des bits, qui peuvent être soit 0, soit 1. Ouais. C'est soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre. Un seul à la fois. Alors, un seul à la fois, ça traite d'abord une information, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ok. Avec l'ordinateur quantique, l'équivalent de ce bit, c'est ce qu'on appelle communément le qubit pour quantum bit, le bit quantique, qui lui a la possibilité d'être 0 et 1 au même moment. Genre au même moment. Okay. Quand je dis au même moment, c'est vraiment dit de manière basique. Au même moment. Manière simple. Oui, de manière très simple, au même moment. D'accord, donc cette possibilité de faire des opérations au même moment, je crois que c'est ça qu'on appelle la superposition quantique. Ça, donc, avec ça, on peut donc effectuer en même temps des calculs sur les 0 et les 1. Et donc gagner en temps. Exactement. Tu vois qu'avec ça, on a déjà un gain en temps. Sauf que c'est pas la seule propriété. Parce que si on se limitait juste à ça, on n'aurait pas réellement fait grand-chose. Parce que en physique quantique, lorsqu'on cherche à extraire une information d'un système quantique, le qubit c'est un système quantique. Lorsqu'on cherche à extraire l'information d'un système quantique, on détruit justement ce que tu as appelé superposition tout à l'heure. Ça pose un problème au niveau de l'ordinateur quantique lorsque les qubits justement arrivent à effectuer des opérations au même moment. À la sortie de l'ordinateur, lorsqu'on va chercher à récupérer le résultat final, oui. on va effectuer ce qu'on appelle la mesure. Et cette mesure, malheureusement, a pour conséquence de nous faire perdre les informations sur tous les autres états superposés et nous permettre de récupérer l'information sur un seul état. Problème, c'est un grand problème, on est d'accord? Oui, le problème de la mesure. L'interaction entre l'environnement et un système quantique, cette interaction qui détruit la superposition est un grand problème à ce jour. Des mesures. Oui, et le problème de la mesure justement dans l'ordinateur quantique vient être résolu avec un phénomène qui à ce jour est encore un mystère, c'est l'intrication quantique. Il faut préciser ça, parce que c'est très important de préciser ça. Oui, mais bon, quand tu introduis le thème d'intrication quantique, parlons-en. On met un peu. Parlons-en, mais si tu appelles l'intrication quantique, tu as dit ce problème qu'on a avec la mesure, c'est-à-dire le fait que tu as tes qubits qui sont dans un état superposé. On peut faire des opérations simultanées, on va dire. À la fin, on fait une mesure et on détruit une partie de l'information sur le système. On perd une partie de l'information sur le système. Et tu dis, l'une des voies pour essayer de corriger cela, c'est l'intrication quantique. Bon, c'est la seule à ce jour en tout cas. À ce jour connu, ok. C'est quoi l'intrication quantique? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je t'explique rapidement ce qu'est l'intrication quantique en te Oui, posant d'abord une petite question. Là, présentement, tu es où? C'est quoi ta position actuelle? Le nom de la ville. à quelques kilomètres de Paris, au sud. C'est Ok. pas faux, mais. Donc, on va dire Ou bien, Paris disons et Paris. Paris. Disons Paris. Ok, disons Paris. Ok. Et moi, présentement, je suis à Rennes. Je suis sur Rennes là présentement. Ok. Ok. Alors, on va supposer que toi et moi, nous sommes des systèmes quantiques et qu'on peut nous intriquer. Ok. Alors, on va supposer qu'avant que tu n'ailles sur Paris et que moi je me trouve sur Rennes, on a été intriqués, tu vois. Ok. On a été intriqués et puis tu es parti sur Paris, je suis venue ici en fait à Rennes. Alors, puisque nous sommes intriqués, c'est là présentement, je ressens un coup de, je sais pas, juste un exemple très très vite. Je ressens un coup de, je sais pas, un coup de chaleur énorme. Genre, je commence à avoir totalement chaud, au point de vouloir totalement me déshabiller, et ainsi de suite. À l'instant T, je dis, à l'instant où je vais ressentir cette chaleur, toi qui es sur Paris, tu vas instantanément ressentir la même chaleur que moi. Oui, oui, donc c'est en gros, il y a une liaison. En gros, nous sommes séparés dans l'espace, mais on peut vraiment dire que nous sommes séparés, quoi. Exactement, c'est Une exactement séparation dans ça. l'espace, mais on forme toujours une même Un entité seul dès lors qu'on s'est système. intriqué. Exactement. Donc, quand deux Ok. systèmes sont intriqués, quand deux systèmes quantiques sont intriqués, ces deux systèmes forment un seul système, de telle sorte que lorsqu'on effectue lorsqu'on effectue une perturbation sur un système, le deuxième instantanément, ça se répercute instantanément sur le Vraiment deuxième, sur l'autre. quelle que soit la distance qui Ok. les sépare. Je rappelle à ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, il y a les commentaires. Voilà, posez les commentaires. Et je suis sûr que Hollande nous se fera un plaisir de revenir Ah après pour oui. répondre aux différentes questions. Alors même, tu fais, si je ne me trompe pas, tu fais une thèse en mathématiques. Tu fais le département de mathématiques, voilà. Il y a quand même un gap là, master dans physique, thèse en mathématiques. Donc en gros, ça montre qu'il ne faut pas qu'on reste bloqué dans les, je sais pas si dans les conventions. Il y a un peu une sorte d'interdisciplinarité, quoi, que je te retrouve en une thèse en mathématiques. Oui, Ça, c'était exactement ça. C'était exactement ça. ok. Je trouve que c'est très intéressant. Je ne sais pas si au Cameroun c'est possible de faire ça, mais je trouve que moi je trouve que c'est un bon système en tout cas. Mais sinon, globalement, en quoi consiste la vie d'une doctorante en mathématiques? En quoi ça consiste? Voilà. Ok, en quoi ça consiste la vie d'une En quoi consiste la vie d'une doctorante en mathématiques? Ok. Alors, très bonne question parce que avant d'être doctorante en mathématiques, comme tu l'as souligné tout à l'heure, j'étais une étudiante en physique qui ne faisait que les maths de manière très, très De manière un superficielle. peu. Oui. Là, présentement, je vais dire que les débuts de ma thèse pour moi, ont été assez difficiles parce que ce qui fait en sorte que je me trouve en thèse de maths, c'est mon sujet, en fait, mon sujet. Le sujet a été proposé, c'est vrai, c'est de la physique quantique, de l'informatique quantique et tout. Mais comme je l'ai dit, dans mon sujet, il y a de l'optimisation à faire. Et cette optimisation consistera à étudier le background mathématique des algorithmes sur lesquels je travaille. Et le laboratoire dans lequel je suis inscrite actuellement, lorsqu'il fallait faire les inscriptions et tout, ils ont vu en fait que parmi toutes les spécialités, mon sujet de thèse correspondait plus à la spécialité mathématique. C'est comme ça que je me trouve inscrite en mathématiques. Et du coup, puisque je fais une thèse en maths, il fallait que je prenne les habitudes du mathématicien parce que mon directeur de thèse, c'est un matheux pur. C'est un mathé pur. J'ai dit plus quand je parle avec lui. Quand je parlais avec lui au début, surtout, j'avais parfois l'impression d'être totalement idiote, de mais j'ai commencé en fait à m'y faire, j'ai pu relever mon niveau. Heureusement, j'arrive à m'exprimer comme une mathématicienne. Et ah oui. Et maintenant, c'est devenu assez facile pour moi parce que là, les connaissances en quantum computing, je les avais en informatique quantique.
j'avais déjà les bases. En physique quantique, j'ai les bases. Et là, présentement, la seule chose que je fais déjà maintenant, c'est aller juste à l'entreprise, faire la tâche que j'ai à faire sans trop me casser parce que j'ai déjà toutes les bases nécessaires. Je mes encadrants me confient une tâche, tu dois lire cet article par exemple, et puis tu nous fais le résumé. Tu dois lire cet article, tu essaies de retrouver le résultat. Dès que tu retrouves le résultat, tu fais des modifications, tes propres modifications, tu vois ce que tu obtiens, tu peux changer ceci, tu simules, on en discute, tu nous fais un rapport, tu rédiges un truc en ligne, tu partages avec nous, on en discute, dès que tu as dit, c'est juste en fait en ça Voilà. que ça consiste pour le Voilà, moment. donc, c'est un travail d'autonomie parce que peut-être Oui, certains oui, oui, pensent oui, que je sais. la thèse, c'est que tu as un directeur qui est là pour te dire ce que tu dois faire, t'aider et tout. Donc, c'est ton projet et tu fais ton projet, c'est ça. Et j'ai fait mon projet. Et pour la petite Voilà. histoire, justement, dernièrement, mon encadrant technique ici à Orange me disait encore que il n'aurait pas pu tomber sur une meilleure candidate autonome que moi. Parce que lui, il a dit, il aime beaucoup le fait que je sois si indépendante. Pour lui, c'est ça Voilà. la thèse. Oui, pour lui, au moins, c'est ça la Ouais, thèse. ouais. Donc, Après tout, on dit chez nous que ventre à famille n'a point d'oreille. Tout ce que tu fais là, est-ce que tu gagnes bien ta vie? J'imagine. Est-ce que tu es dans les 3 000 euros par mois? On ne sait pas. Tu es logé à Orange. disons, Donc, il faut que tu m'expliques. Bon, est-ce que tu gagnes bien ta vie? alors, pour te répondre, Donna, je veux dire que le travail que je fais actuellement est équivalent à ce que je gagne. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. C'est Ton équivalent à travail, ce que je gagne. et tu peux qu'une politicienne. Tu fais la politique. Je te demande si tu gagnes les 3 000 euros par mois, tu dis que ton travail est équivalent à ton salaire. OK? Donc, bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. OK, donc on dit que ça va. Ça va. Ça va trop bien même. Ah! Ça va trop bien. Oui, non, c'est bien. Comme ça, il faut que ça encourage un peu les gens. Parce qu'ils pensent souvent qu'on fait l'université, là, on fait la thèse. Hein? La thèse à l'étranger n'est pas comme la thèse au Cameroun. Il faut un peu. Au moins ici, quand même, tu t'en sors. OK, sinon, et c'est quoi la suite après la thèse? Pour le moment, pour la thèse, quelles sont tes perspectives pour l'après-thèse? Alors là, présentement, mes perspectives, c'est vrai que j'aurais préféré aborder un sujet qui, présentement, en fait, est très, très sensible pour moi en tant que Camerounaise et pour toi, sans doute aussi, et pour tous les Camerounais, c'est notre système éducatif. Parce que pour moi, franchement, moi, ce que je souhaite, c'est après ma thèse. Bon, déjà, je préfère vous préciser. Après ma thèse, je dois forcément être dans la recherche. Quel que soit l'endroit, je dois être dans la recherche. Je dois, quel que soit l'endroit, je dois être ici. On dit la grande chercheuse Orlan Zhang de je sais d'où, oui, ça c'est. Et maintenant, où je suis, oui, clairement. De maintenant, où je serai, comment j'envisage réellement l'après, comment j'envisage me faire un nom dans la recherche. Moi, je pense que ce sont en fait des choses qui se, qui se dessinent en fait avec le temps. Parce que là, j'ai commencé ma thèse, ça ne fait pas un an. Et je me dis que d'ici ma troisième année de thèse, j'aurai déjà un chemin très, très, un peu plus clair que ça. OK, OK, je vois, d'accord. Mais tu as parlé du système éducatif. Est-ce que tu vas en dire plus, camerounais ou africain, je ne sais pas. Euh, Attends, Ou bien tu préfères qu'on revienne dessus plus tard. non, non. On revient C'est le dessus. moment. C'est vrai que je n'ai pas mes mouchoirs parce que je sens que quand je vais parler de ça, je vais commencer à pleurer. Je n'ai pas vu par les mouchoirs. Ah, Asia, faut nous dire, qu'est-ce qui. Dis-nous. Euh, Bien sûr, tout ce que je vais dire, tout étudiant camerounais le sait parce qu'on a tous conscience de ça, nous ne sommes pas des enfants. Moi, en fait, déjà tout à l'heure, quand je parlais de ce qui m'a poussé à chercher une proposition de thèse, j'ai parlé du fait qu'on a fermé les inscriptions en thèse au Cameroun. Et pour moi, je pense qu'à partir de là, on voit déjà qu'il y a totalement un problème.
le fait qu'un pays qui veut se développer, disons ça comme ça, ferme les inscriptions, en fait, ferme totalement en fait, c'est un problème, c'est un très grand problème. Et ce problème ne reflète que bon, je me limite au système éducatif, et je me limite qu'à ça. Ça reflète en fait les problèmes qu'il y a réellement dans notre système éducatif. Je vais prendre un exemple très très simple, Donald. Quand j'arrive en fac, tout à l'heure, je t'ai parlé de l'adaptation entre le lycée et la fac. Le fait que lorsque j'arrive en fac, que je finisse par me rendre compte qu'en fac, avec la plupart des enseignants, je parle de la physique parce que je n'ai pas fait d'autres filières, je me limite à la physique. La plupart des enseignants en physique, pour réussir à avoir une bonne note dans leur unité d'enseignement, il ne fallait pas comprendre le cours, mais retenir des corrections d'exercices. Le fax. C'est ce qu'on appelle généralement au Cameroun. C'est ce qu'on a généralement le fax. On appelle vraiment le fax. Il ne veut pas savoir si tu as compris le cours. Il ne veut pas. Pour lui, dès qu'il te donne un exercice qu'il a traité 10 millions de fois, il a la correction avec lui. Il corrige ton exercice selon sa correction. S'il a mis si, ou alors s'il a mis pour 2 points, toi tu es venu mettre quelque chose, il y a un problème, il bat et tout. Bref, tout ça c'est des choses et parfois, même si la correction est fausse et que tu fais citer juste... il ne va pas ça. Exactement. Qui ne lit pas autrement, il regarde seulement le résultat. C'est un prof. Il regarde juste le résultat. Si la question est sur 6 points et que tu rates le résultat, tu as bien commencé le développement, tu t'es trompé sur un signe, tu as raté le résultat, tu perds tous les... C'est absurde, nous sommes d'accord. C'est un problème en fait, c'est un problème. Et moi, c'est une des plus grandes difficultés que j'ai eues en fac. Parce que moi, en fait, Donald, moi, mon cerveau ne sait pas restituer des choses non comprises. Je ne sais pas le faire. À un moment, ça m'a même donné l'impression que j'étais totalement stupide parce que j'avais du mal à avoir de bonnes notes au début. J'avais du mal. Je n'arrivais pas à restituer. Donc, c'était juste en fait pour plaisir. Mais c'est un truc sérieux parce que le système éducatif camerounais, précisément, n'accorde pas la valeur qu'il faut à la recherche. Et c'est un problème. Vraiment. Et c'est ce qui fait en sorte que quand un enfant après son bac dit je suis en Ngouekele, Ngouekele c'est un peu comme tu le sais, c'est comme ça qu'on appelle communément la faculté des sciences, la faculté des bref, l'université je suis en Ngoua. On te stigmatise, on te dit tu fais quoi là-bas? Tu as raté ta vie, tu pars. Tu gagnes ta vie. Fais tel concours. Donc en fait au Cameroun c'est quand tu fais la recherche, c'est que tu n'es rien, tu as raté ta vie. Et c'est franchement triste. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment ce côté recherche-là et technologie qui développe un pays. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas le football. Pas du tout. Voilà, c'est que les Camerounais vont me trucider. Mais voilà, je ne suis pas contre le football, mais ça doit pas être une priorité des priorités. Voilà. Il y a des trucs qui vraiment développent un pays sur lesquels on ne met pas vraiment l'accent comme l'éducation et la recherche. Si l'Europe, les États-Unis, la Russie mettent des milliards dans la recherche, exactement, c'est ce que je voulais dire, oui. C'est pas c'est que c'est pas. Voilà, justement. Si d'autres pays. C'est ça qui permet d'avoir la primauté. En fait, comme je l'ai dit, c'est dommage. Pensez à ça pleurer parce que justement c'est trop dommage, ça fait mal d'arriver à l'étranger et de voir comment on accorde la valeur aux connaissances que tu as. On accorde la valeur aux connaissances que tu as. On met énormément d'argent pour te mettre à l'aise, juste pour avoir tes connaissances. Et tu te rappelles que tu étais dans ton pays, on te regardait comme ça, on te disait que va au quartier, tu ne fous rien. On disait que tu as raté ta vie. Ça fait on disait que tu rates ta vie. tu es perdu, tu fais quoi là? C'est un peu ça. Ouais, j'imagine. C'est vrai que c'est un gros problème. Mais si on veut parler un peu des solutions, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire, je sais pas, pour redresser un peu la situation?
dis ça comme ça. Moi, personnellement, Donald, je pense que ce qu'on devrait commencer par faire, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, accorder moins de... Déjà, d'abord, si on peut même commencer par ce que mon enseignant disait, le learning by doing. Genre, on voit comment d'autres font. On essaie même d'abord de tricher. Tu apprends en faisant. Tu triches Oui, d'abord même. Ça. Tu oui, imites on d'abord. voit, on s'inspire même de grandes puissances. On voit que, bon, voilà les grandes puissances, voilà les pays qui sont développés ou qui sont même déjà sur le point de se développer. Qu'est-ce que en fait, ces pays accordent plus d'importance à quoi? Comme je l'ai dit À tout à quoi? l'heure, on va se rendre compte que les plus grandes puissances mettent plus de financement dans la recherche. La recherche. On commence par Énormément là. d'argent. On commence Ouais. par là et on arrête de s'investir dans ce qui n'est là que pour divertir. Ouais. Et on Et qui commence n'apporte par, rien. Et qui n'apprend rien. qui n'apporte absolument rien. On commence par là. Et puis, je sais pas, on voit. Oui, bien sûr. C'est le début. Et bon, après, il faut pousser l'idée naturellement. Mais c'est déjà une bonne proposition. C'est déjà un Je début. crois que c'est un début. Je crois que certainement, on aura l'occasion d'organiser des lives là-dessus. On pourra discuter et débattre avec ceux qui voudront bien débattre de tous ces problèmes-là. Donc, sinon, est-ce que tu as un conseil, voilà, que tu donnerais à nos petits frères académiques là, qui sont en Guayaquil, à Tchang, à Douala, bref, en Afrique, au Cameroun, qui ont commencé les études supérieures. Il y a ceux qui viennent de finir le baccalauréat. Beaucoup vont à l'université. Quel conseil tu leur donnerais, voilà, pour ceux qui veulent peut-être être physicienne comme toi, ou voilà, quel conseil tu peux leur donner? Moi, je vais commencer par donner le conseil que, pour ma part, c'est le plus important de croire en ses rêves. Ça, c'est-à-dire avoir un rêve et croire en ce rêve. Pour moi, c'est la base. Parce que je pense que à 90%, je me retrouve où je suis parce que j'ai eu le rêve d'être comme mon enseignant de physique en seconde. J'ai cru en ce rêve malgré que je me suis sentie stigmatisée par plusieurs personnes quand j'ai décidé d'aller faire la physique à l'université au lieu de faire des concours comme tout le monde. J'ai été stigmatisée, mais j'ai continué de croire à mon rêve. Et voilà où je me retrouve. Donc, pour moi, c'est la base. Croire déjà d'abord en ses rêves. C'est vrai tout le monde ne peut pas faire la recherche. Nous sommes d'accord. Chacun a ses rêves, oui. Mais si un tout petit peu tu arrives à développer cette envie-là de faire la recherche, il faut pas en fait, faut pas que tu te retrouves bloqué ou que tu te retrouves, je sais pas, que tu te retrouves découragé parce que X va dire non, ça ne rapporte rien. Y va dire non. C'est au Cameroun qu'on nous fait croire que ça ne rapporte rien. C'est au Cameroun qu'on nous donne cette impression que la recherche ne sert à rien. Il faut que mes cadets, déjà d'abord, j'arrive à mettre ça dans leur tête que c'est au Cameroun. Que lorsque tu es en Guayaquil ou lorsque tu dis que tu es en licence de physique, lorsque tu dis que tu as une licence, tu as un master, tu as un doctorat, c'est au Cameroun qu'on te regarde avec Quand on dit que tu mépris. pars où Je sais avec pas ça? pourquoi. On mange ça. Donc, on mange ça. Tu vas aller faire la moto après avec. Non, non. Voilà. Il faut qu'on enlève ça dans la tête des jeunes. Les jeunes, ouais. Donc, pour moi, c'est le concept le plus important. Avoir un rêve et croire en ça, peu importe l'environnement dans lequel nous sommes. Croire en soi, vraiment. Donc, en gros, il faut vraiment avoir une motivation pour faire les choses. Ne pas aller en fac parce qu'on veut aller, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Exactement. Pas une motivation qui nous pousse à avancer. Un plan, exactement. Quoi, un projet. Exactement. Et foncer. Ok, ouais, super bon. J'espère que nous avons compris. Voilà. Nous avons compris. Mais sinon, on a parlé beaucoup de sciences, ton parcours et tout, mais est-ce qu'il n'y a pas seulement d'école dans la vie, comme on est dit au Cameroun? Est-ce que tu as d'autres loisirs, des hobbies, voilà, à part la recherche, à part
l'IA, la quantique, tout ça, voilà. Est-ce que tu as d'autres? Oui, j'ai d'autres activités autres que la recherche, comme toute personne normale. Déjà, j'écris beaucoup. J'aime beaucoup écrire. Et en passant, j'ai fait publier un livre, je pense que c'était en mai 2023. Publier un livre, c'est de la littérature sentimentale pure. C'est une histoire d'amour, rien à voir avec la physique, rien à voir avec la science, Ah, tu es mathématiques. écrivaine. À côté de ça, écrivaine, voilà. Oui, mais donne ton livre. Je ne sais pas s'il est disponible en ligne ou pas, on ne sait jamais. Le nom du livre, c'est quoi? Oui, il est disponible en ligne. Le nom, c'est Nevena, je pense. Nevena, je sais pas, on va peut-être l'écrire. Oui, Je on vais va, pas on va mettre l'autographe commenter. et le lien en description si on vient. Par Mhm. exemple, pour Donc, regarder. j'écris beaucoup. Je lis aussi beaucoup. Quand je dis je lis autre chose que la science que je fais, je lis Oui, beaucoup. autre que la littérature scientifique. Ah oui, exactement. Autre que tout ce qui concerne sciences, maths, Voilà. physique, informatique et tout. Donc, je lis beaucoup. Et Ok. depuis un certain temps, j'essaie de danser. Ah, c'est la première là. Ok, papa. Euh, Voilà, ok. D'accord. Je crois que c'est important. Hein. Comme on dit souvent, ce qui fait l'équilibre d'un homme, c'est plusieurs choses en fait. Faut pas... Il y en a qui sont seulement école. Ah non, ça Après, c'est c'est... le surménage. Ah oui, ça Musique. m'étonne que je ne l'ai même pas dit, j'adore la musique. Bon, ça, je ne pense pas que je puisse vivre sans musique. Je ne peux pas vivre sans musique. Ah, tu vas jouer sa La musique, vérité. ok. Je ne peux pas. Et donc, Musique, ça veut dire que. Attends, mais ça veut dire que j'imagine que tu connais Taïk. Tu connais. qui ignore? Qui ignore pas Voilà, ici? qui ignore. Surtout depuis le Voilà. moment qu'il est parti avec Dajou. Bon, j'imagine que tu avais vu ta vidéo qui avait un peu baisé là, où il disait que son père voulait qu'il fasse la mécanique quantique et qu'il disait que heureusement qu'il a choisi la musique parce que même après 40 ans de recherche, il ne serait pas acclamé au laboratoire comme quand il va sur scène. Bon, qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Pour te répondre, Donald, je vais commencer par une petite analogie très très simple. J'ai déjà pris l'habitude de donner des présentations, de faire des présentations juste pour vulgariser mes travaux, peut-être de thèse ou un sujet comme ça en physique quantique qui me passionne, de faire des présentations, de faire des talks, et aussi j'ai eu assisté à un workshop au Bénin où j'avais fait une présentation sur mes travaux de master. C'était en 2022. Okay. Donc, j'avais fait une présentation devant des scientifiques venus d'ailleurs et tout. Et pour moi, là, présentement, mon moment de gloire, qui peut être une analogie avec le moment de gloire de Taï quand il est sur ce moment de gloire, c'est quand je finis de faire une présentation et que mon auditoire me félicite, sincèrement, donc me félicite, me dit qu'il a compris, qu'il a appris, qu'il n'a pas perdu son temps. Pour moi, en fait, c'est mon moment de gloire. Pour moi, c'est mon moment. Et si on me demande là maintenant, est-ce que je serais prête à ne plus faire des présentations sur la physique quantique, sur la pression automatique quantique, sur l'informatique quantique, est-ce que je serais prête à ne plus faire des présentations pour aller faire de la musique et avoir le même succès que Taï? La réponse la question ne se pose pas. Je ne laisserai ça, en fait. Je ne laisserai ça pour rien au monde. Parce que pour moi, ce sera mon moment de gloire. Oui, c'est une question de passion, en fait. C'est une question de passion. Chacun a ses passions. Exactement. C'est une question de passion. J'ai choisi ça, c'est ma passion. Et je me sens à l'aise dans ce que je fais. Et je ne changerai ça pour rien au monde. Tout à fait. Ça, c'est super. J'espère que ça va motiver les passionnés à poursuivre leur rêve, comme tu parlais tout à l'heure. Voilà, il faut s'approcher. Donc, alors, pour finir, si une opportunité se présentait, voilà, justement de contribuer directement ou indirectement à faire naître chez les jeunes en Afrique, voilà,
à faire renaître même cette passion-là. Je préfère dire renaître parce que avec les réseaux sociaux et tout, maintenant tout le monde est influenceur ou je sais quoi, voilà, ou sportif et tout. Mais s'il y avait une opportunité de faire renaître cette passion-là chez les jeunes, de rêver d'être physicien, astronaute, médecin, avocat et tout, est-ce que tu serais prêt à donner ta contribution pour que ce projet puisse voir le jour? Bien sûr, Donald. En fait, ce sera avec plaisir. Franchement, c'est tout ce que moi je veux. Moi, c'est tout ce que je veux. C'est super. Ouais. Et juste pour savoir, est-ce que tu comptes un jour entrer au Cameroun ou en Afrique? Est-ce que c'est... Ou alors tu veux rester en Europe jusqu'à tes vieux jours? Je sais pas. Donald, si je pouvais quitter le Cameroun pour venir souvent au travail et rentrer souvent. Si tu pouvais porter le laboratoire d'Orange déposé au Cameroun. Ce sera un honneur, donc bien sûr que je compte retourner au Cameroun, bien sûr. Je ne sais pas dans quel contexte exactement, je ne sais pas, Dieu seul me le dira, mais je vais forcément. On n'est jamais mieux à l'aise que chez soi. Bien sûr, on est toujours mieux chez soi, toujours. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview. C'était passionnant. Donc, j'espère que les gens pourront vraiment l'écouter de bout en bout. Et à tous ceux qui nous écoutent, nous vous remercions déjà énormément d'avoir cliqué sur la vidéo. Et à tous ceux qui sont abonnés, même avant la première vidéo, merci pour la confiance. N'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit pour donner vos impressions ou alors pour poser des questions sur tout ce que nous avons dit, ou alors pour suggérer des améliorations. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, partagez la vidéo sur vos réseaux, partagez à vos proches, partagez à toute personne, aux jeunes qui pourront être touchés par les vidéos que nous ferons. Nous publierons les vidéos chaque semaine et nous ferons aussi l'effort de faire des lives régulièrement. Merci encore et à nous revoir pour le prochain interview.